Je dois vous faire un aveu. J'ai toujours été quelqu'un de curieux et je me suis toujours intéressé au vécu des personnes qui m'entouraient. Cela me permettait de mieux les connaître et de les découvrir, ce qui, j'en suis sûr, est un réflexe généreux. S'intéresser aux autres facilite les relations avec ceux-ci. En créant, en 2018, le podcast natif Les Interviews d'Eric Cooper, j'avais le projet de partager avec tous et toutes le voyage que je faisais en découvrant la vie et les réalisations des personnes qui, à mon micro, racontaient une histoire, leur parcours de vie ou leur création. C'est sur le ton d'une simple conversation que se déroulent les interviews d'Eric Cooper. Le décor est simple. La terrasse d'un café, un musée, un parc, une gare. L'ambiance parfaite pour permettre à la conversation de se dérouler aisément. Le seul témoin de ces mots échangés, c'est le micro qui restituera fidèlement les échanges et les bruits extérieurs. L'auditeur ou l'auditrice n'assiste pas à cette conversation. Mais si il ou elle ferme les yeux, il ou elle sera à mes côtés et grâce à son imagination, suivra l'interview pour découvrir de façon virtuelle l'acteur ou l'actrice du podcast qui pourra être une personne connue ou inconnue. J'espère que vous aurez un plaisir certain à écouter ce podcast et que vous vivrez un moment unique et hors du temps grâce à celui-ci. L'acteur du podcast d'aujourd'hui s'appelle Gilles Duvivier. Au mois de mars, il récolte la sève de bouleau et en dehors de la récolte de la sève de bouleau, il a plein d'activités. Entre autres, il produit des tisanes. N'hésitez pas à aller jeter un œil sur son site. Vous verrez quel genre de tisane il produit. Le site maforêt.be. Alors, cette interview, on l'a fait dans une cabane au milieu de sa forêt de bouleau. C'était bien sympathique. Le bouleau, vous voyez un petit peu ce que c'est. C'est un arbre noir et blanc. L'arbre était sacré chez les Amérindiens et le nom local du bouleau est à l'origine du mois de mars en Ukraine. Il évoque la montée de la sève. Gilles ne fait pas que récolter de la sève de bouleau et des plantes pour ses tisanes, il a aussi été victime d'une maladie, la maladie de Lyme. Et la première question que je lui ai posée, cette maladie, est-ce que vous l'avez diagnostiquée vous-même ou bien est-ce que vous avez eu besoin d'un médecin? Voici ce qu'il m'a répondu. Alors c'est les deux évidemment. Malheureusement, aujourd'hui ça change. Donc aujourd'hui il y a beaucoup plus de médecins et de naturopathes qui sont au courant de la maladie de Lyme et qui, face à des symptômes, une famille de symptômes assez étranges, pensent à faire des tests pour voir s'il y a la maladie de Lyme. Malheureusement, beaucoup de gens, l'immense majorité des gens qui ont la maladie de Lyme, un Lyme chronique, donc qui dure depuis des années, ont un parcours classique d'errance, de médecin en médecin, qui ne pensent pas à détecter la maladie, et qui donc vont d'abord à leur dire fibromyalgie, ou qui les bourrent d'anti-inflammatoires, ou différents trucs, qui très souvent vont leur dire c'est dans votre tête, madame, et vont les bourrer d'antidépresseurs. Donc il y a malheureusement, chez les gens qui souffrent de Lyme, une errance faute d'avoir été détectés, qui ont toute une série de symptômes qui sont assez classiques, qui sont des problèmes articulatoires qui se déplacent, qui sont des névralgies, des paralysies, des maux de tête constants, des états de fatigue, etc. Voilà, et qui un jour ont la chance de tomber sur un médecin qui le détecte et qui alors peut mettre en place un protocole de guérison. Enfin, médecin ou naturopathe, mais beaucoup errent pendant des années, et ça a été mon cas. Moi, j'ai erré pendant 10 ans de galère à expérimenter ceci et ça, et à rien trouver, en fait. Et comment est-ce qu'on vit ça au quotidien, d'avoir la maladie de Lyme ? Alors, ça dépend. Donc, il y a des familles de symptômes différents. Il y a des symptômes plus handicapants que d'autres. Mais c'est sûr qu'être malade pendant 10, 15, 20 ans parfois, sans avoir d'interlocuteur qui nous aide à comprendre ce qu'on vit, c'est vraiment dur, hein, parce qu'il y a un état de dépression, des douleurs constantes, etc. Chez moi, c'était plus un état général qui était mauvais et des crises. Donc j'avais des rémissions entre ces crises. Mais c'est clair qu'au cours de ces 10 ans, je me suis vu décliner et je me voyais... je me trompais parce qu'en fait... Il y a un état catastrophique qui se maintient et qui en général ne se dégrade pas jusqu'à la mort. Donc il y a des gens qui meurent de Lyme, mais c'est heureusement très très rare. Mais voilà, il y a des gens, moi j'entends des gens à peu près tous les jours. Il y a des gens qui... Je témoigne de bon cœur, sans du tout prétendre être thérapeute, médecin, naturopathe. Je ne suis pas thérapeute et je ne prétends pas l'être. Mais par contre, je témoigne de bon cœur de ma guérison sur Facebook, sur Internet, etc.,
pour donner de l'espoir aux gens qui sont malades. Et donc il y a plein de gens qui m'appellent et moi je les réaiguille vers des professionnels parce qu'il y a en fait plein de gens qui guérissent, mais la plupart des gens qui guérissent, et je peux les comprendre, souhaitent tourner la page et n'en parlent plus. Et donc il y a sur Internet trop peu de témoignages de guérison. Alors qu'il existe plein de protocoles, naturels ou pas, qui fonctionnent, qu'il faut adapter à chaque personne. Tel protocole va fonctionner pour telle personne et pas pour telle autre. Mais il existe plein de manières de guérir et il faut que les gens puissent entendre ça pour après se faire leur propre avis. Et pourquoi est-ce que les gens ne veulent pas parler Pourquoi est-ce que les gens ne veulent pas parler de leur guérison ? Je ne sais pas. Alors, je comprends que les gens veulent tourner la page. T'as été mal pendant plein d'années avec ce truc. Une fois que t'es guéri, t'as envie de passer à autre chose. Et je peux comprendre. Alors, je fais partie de ces quelques personnes pour qui la guérison, en fait, induit un changement de vie. Moi, ma vie a complètement changé après ça. Donc, ce que je fais aujourd'hui avec ce magnifique projet Ma Forêt, donc, et ce projet de sève de bouleau, mais aussi de teinture mère, de tisane et d'autres produits de plantes sauvages, je le fais parce que j'ai été malade, que j'ai guéri avec les plantes, et donc ça m'a permis de rebondir. Et je témoigne de ça. Alors c'est clair que derrière, s'il y a des gens qui vont m'acheter ma teinture mère, je suis content, mais quelque part je m'en fous, c'est pas l'idée. Je vends en fait très peu de teinture mère, mais je suis content d'avoir ce produit-là parce qu'il fait du bien à plein de gens. Mais moi, j'étais tellement seul et désemparé quand j'étais malade, j'avais tellement peu d'interlocuteurs et de gens autour de moi. Alors mon épouse et mes amis sont des gens qui me comprennent, mais il y avait trop peu de gens qui comprenaient ce que je vivais et que je me suis fait, moi, dans mon judaïsme, j'appelle ça, c'est ma mitzvah, donc les chrétiens vont parler, je sais pas, mon engagement ou je sais pas quel mot il faut choisir, mais donc moi, ma mitzvah ou une de mes mitzvahs, c'est de dire, voilà, je consacre plusieurs heures par semaine à témoigner, à répondre à des gens au téléphone sans qu'ils me payent ni rien, juste pour les encourager. On va y revenir. Vous parlez de teinture mère, c'est quoi ? Donc la teinture mère, alors officiellement on ne peut pas utiliser ce terme-là, officiellement ça va être un extrait hydroalcoolique. Donc une teinture mère, ici en l'occurrence de Cardère, qui est la plante qui était au cœur du protocole qui m'a guéri. Donc la Cardère est une plante qui pousse partout chez nous de manière sauvage, qui est très très belle. Et donc une teinture mère de Cardère, où beaucoup de gens connaissent mieux la teinture mère d'échinacée, par exemple. Beaucoup de gens l'utilisent quand ils sont enrhumés ou grippés. Donc c'est une partie de la plante qu'on met à macérer dans de l'alcool à un degré d'alcool très précis, qui est différent pour chaque plante, qu'on met à macérer dans de l'alcool. Donc l'alcool va en extraire les principes actifs. Et puis après, on boit quelques gouttes de ce mélange tous les jours. Donc l'alcool extrait les principes actifs de la plante qui a macéré dedans pendant 3 à 6 semaines. On peut dire que c'est la nature qui vous a guéri. Ça vous a rapproché de la nature ou bien vous étiez déjà proche de la nature avant ? Alors c'est sûr, ça m'en a rapproché encore. Alors j'étais déjà proche de la nature depuis longtemps. Donc j'ai un parcours qui est comme le tien, qui est très multiple, qui est très varié. J'ai un long parcours universitaire, et puis j'ai un long parcours dans le monde de l'art, on va dire. Donc moi, mon quotidien a longtemps été de faire de la musique expérimentale, de faire des concerts, de faire des pièces sonores pour des spectacles de théâtre, de danse, de faire de la sculpture, etc. De manière professionnelle, donc je gagnais ma vie comme ça, mais il y a en 2001 ou 2002, je me suis marié et mon épouse et moi avons quitté Bruxelles pour aller nous installer à la campagne près d'Avelange, où là on a découvert les joies du potager. Et découvrir les joies du potager, pour moi, ça a surtout été découvrir les joies des plantes sauvages comestibles, grâce à Nature et Progrès qui m'a mis en contact notamment avec les ouvrages de François Couplan, à qui j'ai une dette éternelle, une reconnaissance éternelle. Donc en 2001 ou 2002, la libraire de Nature et Progrès m'a mis dans les mains un fascicule de François Couplan sur les 10 plantes sauvages comestibles les plus communes, donc l'ortie, l'égopode, la bardane. Et j'ai découvert ce jour-là, c'est ouvert pour moi le monde des plantes sauvages comestibles. Mon épouse et moi à l'époque, on était encore, même si aujourd'hui c'est de manière différente, mais dans un trip d'autonomie. Donc à produire, ce qu'on fait encore aujourd'hui, on produit une énorme partie de notre nourriture. Donc on produit nos légumes, nos fruits, une partie de nos céréales,
le seigle, l'épeautre, certaines années du tournesol ou des potirons, enfin des potirons pour faire de l'huile, etc., etc. Et donc c'est clair que les plantes sauvages ont été une découverte en termes de goût, en termes d'apport, etc. Donc voilà, j'étais déjà en contact avec cet univers-là. Et j'étais bien dedans, enfin c'était mon quotidien, quoi. Et je pense que c'est une joie que pas mal de gens qui font des potagers connaissent. Et puis dans cette maladie, donc cette maladie est arrivée comme chez beaucoup de gens, j'ai eu un choc terrible, j'ai perdu un enfant, et c'est suite à ça que les symptômes se sont déclarés. Donc il est fort probable que j'avais la maladie de Lyme en moi, comme chez beaucoup de gens, sans le savoir, sans avoir de symptômes, puisque la maladie de Lyme, comme des tas d'autres maladies, n'est pas Ebola, n'est pas un truc avec lequel on n'a jamais été en contact. L'humanité est en contact avec la maladie de Lyme depuis toujours. Et en principe, un bon système immunitaire permet soit de la maintenir à distance, voire même d'en guérir. Mais un choc émotionnel comme celui que j'ai vécu, comme celui que plein de gens ont vécu, provoque chimiquement, c'est avéré, donc je ne suis pas en train de délirer ici, une chute du système immunitaire. Et donc la porte est tout d'un coup ouverte à cette bactérie qui s'est répandue dans tout mon corps. Et puis, j'ai mis des années avant d'identifier la maladie de Lyme. J'ai essayé une très longue antibiothérapie avec le magnifique docteur Boucher, qui est un spécialiste de Lyme, qui est super dédié à ses patients, mais qui, lui, travaille avec des antibiotiques, qui peuvent fonctionner en plein de cas, surtout quand on détecte la maladie très très vite. Quand elle est installée depuis longtemps, c'est beaucoup plus compliqué. Et puis voilà, le jour béni où j'ai rencontré des amis qui sont des nomades, qui sont une famille d'Allemands qui vivent dans des chariots tirés par des chevaux, qui font du cirque, qui ont des gens avec un mode de vie super radical. Et j'étais en pleine crise, les antibiotiques m'avaient sauvé la vie, mais ne m'aidaient pas par rapport à Lyme en profondeur. Et ils m'ont dit, ah, mais Lyme, on a eu Lyme, tiens, ils m'ont montré la Carder, ils m'ont donné une teinture mère punk à mort qu'ils avaient fait, donc pas bien faite, mais j'ai tout de suite senti que ça marchait. Et puis seul, avec mes lectures et avec l'aide d'un médecin et d'une pharmacienne, j'ai affiné le protocole à base de Carder, j'ai compris le bon dosage d'alcool qu'il fallait pour en extraire tous les principes, j'ai compris quelles plantes je devais prendre en même temps, à quelle fréquence je devais les prendre, etc. Et j'ai mis au point, pour me rendre compte qu'en fait ce protocole existait déjà, développé par des médecins allemands, j'ai petit à petit mis au point un protocole qui m'a convenu, et en, on va dire, 7 phases, donc 7 gros mois ou 7 phases de 6 semaines, donc une petite année, je l'ai guéri, au revoir et merci. Et là, ça fait 8 ans que je suis guéri. Et donc, la chose s'est sue, forcément, dans les milieux dans lesquels je gravitais, que ce soit le milieu de la musique, le milieu activiste ou anarchiste, le milieu des enfants qui font l'école à la maison, enfin les différents milieux dans lesquels je gravite, le milieu de la danse, etc. Ça s'est su que je m'étais guéri de la maladie de Lyme, donc j'ai commencé à faire de la Carder pour des potes de potes. À l'époque, j'ai rencontré cet ami qui avait une forêt de sève de bouleau, une forêt de bouleau. On a commencé à faire de la sève. La sève ne m'a pas guéri de la maladie de Lyme, attention, qu'on ne dise pas d'ânerie pareil. Mais par contre, la sève a joué un rôle crucial de soutenir mon foie et mes reins pendant la prise de Carder. Et puis avec lui, on a monté le projet Ma Forêt. Enfin, c'est d'abord lui, et puis moi j'étais dans l'ombre, et puis petit à petit, on s'est associés, et puis à un moment donné, il lui s'est retiré, et j'ai continué à développer le projet. Donc, qui était d'abord de la sève, mais qui était aussi une structure. Donc, j'ai ouvert une société, blablabla, et blablabla. J'ai fait toutes les démarches pour notifier auprès du ministère de la Santé la teinture mère de Carder, donc un complément alimentaire qu'il faut notifier, c'est-à-dire qu'il était connu, mais je devais l'enregistrer pour avoir un numéro, blablabla, pour avoir le droit de le vendre. Et voilà, donc j'ai monté une structure légale pour petit à petit vendre de la teinture aussi et en diffuser chez un peu plus de gens. Il y a la teinture, il y a la sève, mais vous faites des plantes pour infusion aussi. Ouais, ça c'est un grand bonheur. Alors, donc ça fait maintenant 2-3 ans. Donc j'ai commencé, puisque j'ai la chance d'avoir des terrains. Donc le terrain sur lequel on trouve maintenant, j'ai eu la chance de pouvoir l'acheter il y a 6 ans. C'est clair que donc une forêt dans laquelle nous autres, une forêt, ça veut dire des sous-bois, donc des zones plus lumineuses, ça veut dire des bordures, ça veut dire des chemins, ça veut dire des clairières. On a fait des clairières, on en fait encore. Donc dans toutes les zones plus lumineuses,
pousse un nombre énorme de plantes qui ont toutes des goûts et des propriétés extraordinaires. Donc, au pied des bouleaux, il y a plein de ronces. On récolte les feuilles de ronces pour les sécher, en faire des tisanes. On récolte les orties, on récolte la bardane. Dans les clairières, il y a plein d'aubépines et de sureaux qui sont arrivés. On récolte des fleurs de sureau, des fleurs d'aubépine, etc., etc. La liste est longue et elle l'est de plus en plus. Et donc, je me suis dit, en fait, il y a un potentiel ici. Je peux récolter. J'ai toujours récolté des plantes pour moi-même et pour mes amis. Puis je me suis dit, en fait, je peux, voilà, me construire un séchoir et récolter. Je récolte, on va dire, 100 de kilos de plantes séchées par an. Au départ, mon rêve était de fournir les magnifiques herboristeries qui, en Belgique, on a la chance d'avoir un tissu d'herboristerie dans toute la Belgique, qui sont des endroits avec des plantes de qualité, avec chacune à leur manière, des jeunes, des vieilles, à toutes sortes, mais qui sont toutes des espèces de sorcières, humbles, tout en étant en même temps super compétentes. Donc mon rêve était de les fournir en plantes en vrac. Mais je l'ai fait pendant un été, mais je me suis vite rendu compte qu'économiquement, je ne savais pas concurrencer des bons fournisseurs français qui font des quantités gigantesques et dans lesquelles il y a un mélange de plantes qui viennent de Chine, ou de pays de l'Est ou de France, et qui fournissent les herboristeries en plantes de qualité, et donc je ne savais pas fournir au même prix. Donc j'ai commencé à faire des sachets de 50 ou 40 grammes, donc ils ne sont pas des petites infusettes, mais des sachets qu'on fait soi-même dans une boule à thé ou dans un filtre, etc., où j'en ai aujourd'hui une quinzaine, on va dire, soit des unitaires, soit des mélanges, que je vends dans une quinzaine de magasins bio, et j'écoule tout mon stock, ça me suffit, j'ai pas l'intention d'en produire plus. Voilà, j'ai toute une gamme de tisanes dont je suis extrêmement fier, autant la qualité des tisanes que l'esthétique des emballages, que la communication qui va autour, etc. La ronce séchée, c'est vrai que ça a un goût vraiment comme du thé noir? Ah oui, c'est ça qui est génial. Donc la ronce fraîche n'aura pas ce goût-là, mais la ronce séchée, la feuille de ronce séchée, elle a un goût qui est proche du thé noir. Donc elle n'a pas de théine, etc., elle n'a pas les mêmes propriétés, mais elle a un goût qui est proche du thé noir, donc qui rend pas mal de tisanes super intéressantes pour les gens qui préfèrent boire du thé que de la tisane. Et puis elle a des propriétés qui sont... donc quand mes enfants sont malades, s'ils sont enrhumés ou grippés, c'est tisane, infusion de feuilles de ronce et de guimauve par exemple. Et ça marche très très bien. La feuille de ronce est légèrement constipante, donc on la prend pas plus de 4 jours. Mais on va aussi la prendre en cas de diarrhée par exemple. Donc autant au niveau du goût qu'au niveau des propriétés, elle est super intéressante. En dehors du mélange contre le rhume, vous en avez d'autres? Pour aider à dormir, par exemple. Il se compose de quoi ce mélange pour aider à dormir? Alors, c'est toujours, donc ici je crois que dans une interview je peux me le permettre, mais on est pris en tant que producteur en Belgique par une étrange interdiction d'indiquer les propriétés des produits qu'on fait. Donc par exemple, dans les communications officielles, que ce soit la sève, la cardère ou les tisanes, c'est strictement interdit de dire à quoi ça sert. Bon, c'est une logique que je ne partage pas, je la trouve très entravante, elle entrave des connaissances, et il est clair que ce sont les pays où il y a plus de liberté. Alors cette liberté amène peut-être aussi une forme de charlatanerie, mais qu'on ne me dise pas que l'industrie pharmaceutique est exemple de charlatanerie. Mais des pays comme les États-Unis ou comme les pays scandinaves, où il y a une liberté plus grande, où ils peuvent indiquer les propriétés des produits, du coup ils peuvent aussi faire une recherche. Et donc si on cherche des données claires et précises sur les propriétés des plantes, on va bien souvent les trouver dans le monde germanique ou le monde anglophone, parce qu'il y a une liberté plus grande, et donc il y a aussi une plus grande liberté de recherche. Mais donc je ne peux pas, en principe, dire à quoi servent mes tisanes. Alors, beaucoup de tisanières, puisqu'en Belgique, on a la chance qu'il y ait plein de tisanières qui font un très beau travail, et on a aussi la chance d'être en lien, on est en lien très fort, je suis un des seuls hommes dans cette histoire, mais il y en a d'autres, mais donc je l'appelle le clan des tisanières, qui a une page Facebook, qui est relayée avec des lieux, etc., et qui est un monde dans lequel il y a beaucoup de bienveillance, on s'échange des informations, on se revend des plantes, on s'échange des plans, etc., Donc, dans le monde des tisanières, il y a celles qui vont choisir des mots détournés, donc on va dire atchoum au lieu de rhume, etc. Donc, au niveau légal, ça passe. Donc voilà, j'ai un super beau mélange de plantes pour le matin, donc des plantes un peu renforçantes, donc c'est pas un café, mais du sureau, de l'ortie et justement de la ronce. J'ai un beau mélange que j'ai appelé en paix, qui est un mélange apaisant. Donc pour dormir, ça met un grand mot, mais qui en tout cas, si on en fait des cures, ça apaise.
Et alors j'ai 4 nouveaux mélanges que j'adore, où j'ai justement choisi de ne plus chercher tout le temps des mots détournés, mais un que j'ai appelé la force des mauvaises herbes, la force des arbres, la force des fleurs, et l'autre la force de la douceur, qui sont des mélanges renforçants. Donc le mélange, la force des arbres, c'est que des feuilles d'arbres. Donc feuilles de frêne, feuilles de bouleau, aiguilles de pin sylvestre, écorce de saule, pommes sauvages. Donc c'est un goût très particulier, mais c'est magnifique. La force des mauvaises herbes, que des mauvaises herbes qu'on a dans nos potagers, partout chez soi, et qui ont un goût super étrange, voilà. À quoi on reconnaît les emballages de votre tisane? Alors ce sont des emballages en papier sans fenêtre, donc sans ce plastique qui permet de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Mais moi je crois que c'est dommage, parce que c'est dommage d'exposer les plantes à la lumière. Donc ce sont des sachets en papier brun, et qui sont très colorés. Et on va dire les deux signes distinctifs, c'est qu'il y a le sigle, le A cerclé, donc le sigle anarchie. Moi je suis anarchiste et je l'affirme. Chacun a sa manière d'envisager l'anarchie, j'ai la mienne. Et donc il y a le A cerclé sur tous nos emballages, et il y a aussi toujours le nom des plantes en français, en néerlandais bien sûr, mais aussi en hébreu et en yiddish, donc des caractères hébreux, parce que voilà, c'est ma culture, c'est mon plaisir, et que c'est quelque chose que j'affiche depuis quelques années. Donc on peut dire que vos tisanes sont cachères. Alors c'est quoi un produit cachère? Donc mes tisanes sont en effet certifiées cachères. Je crois que je suis un des rares producteurs bio et cachères en Belgique. C'est quelque chose, je ne vends pas en magasin cachère parce que j'en ai pas besoin, et que voilà, ce sont en général pas des magasins intéressés par les petits producteurs. Mais par contre, ça me permet d'afficher plein de choses qui sont belles. Donc ça me permet d'afficher à moi ma spiritualité ou ma culture. Ça me permet dans mon équipe de libérer tous ceux qui ont aussi une pratique spirituelle, quelle qu'elle soit, et de sentir qu'ils ont le droit de l'afficher. Mais alors surtout, le cachère, c'est d'une part des critères d'hygiène très stricts, plus stricts que l'AFSCA en réalité. Ça implique la visite d'un rabbin sur le terrain. Donc moi j'ai la chance d'avoir eu un rabbin ici sur le terrain. J'en aurais pleuré tellement j'étais ému, parce que c'est quelqu'un voilà qui a un bagage, qui parle plein de langues, qui est intéressé, qui a plein de choses à dire, qui m'a dit des choses que j'avais besoin d'entendre. Et alors le cachère surtout met un nom sur une pratique que moi j'ai dans mon ménage ou dans mon travail, qui est que toute une partie de l'argent qui nous passe dans les mains, on le redistribue. Alors chaque année, la sève est un gros projet avec un chiffre d'affaires très important, pas de bénéfice du tout malheureusement, mais ça génère de l'argent, et chaque année on consacre une certaine somme. On envoie de l'argent à des prisonniers anarchistes, on soutient des petits jeunes qui font un potager en permaculture, on leur achète des plantes. L'année passée, ou il y a 2 ans, on a envoyé, parce qu'il y a un Congolais dans notre équipe, on a envoyé des Karcher et des aspirateurs à un orphelinat à Kinshasa, qui du coup équipe un atelier de lavage de bagnoles, et donc qui fournit du travail à tous des jeunes adultes, etc., etc. Et le cachère, c'est ça. Donc en Israël, c'est très strict comme ça. En Belgique, ça l'est un peu moins, mais on va dire en gros, le rabbin ne se met rien dans la poche, et c'est de l'argent qu'il redistribue. En l'occurrence à la communauté juive. Mais donc par exemple, celui-là amène à manger à plein de, on va dire, des petites vieilles toutes seules à Bruxelles, donc parce que il est grand temps d'arrêter cette illusion que tous les juifs sont riches. Il y a plein de juifs pauvres, comme dans tous les milieux, dans toutes les cultures, et il amène à manger à ces gens-là. Et alors surtout, ce qui moi me tient à cœur, c'est que le gaillard, il est un peu l'équivalent d'un aumônier de prison. Donc quand en Belgique un juif se retrouve en prison, ce rabbin-là vient le trouver et le soutient. Et il n'y a pas d'idée derrière, ou en tout cas pas, c'est pas l'idée principale de le reprendre dans la religion ou quoi, mais d'être, voilà, je trouve extrêmement sain ce truc. Moi, j'imagine un monde sans prison. Je crois qu'il y a des manières bien plus intelligentes à imaginer, ou qui ont existé dans l'humanité, de régler les problèmes d'une société, que la prison. La prison est la plus mauvaise solution pour régler la criminalité, y compris la criminalité atroce. On peut trouver plein d'exemples bien plus intéressants. Et celui-là en est un, donc qui est quelqu'un dans une communauté donnée, qui incarne, on va dire, le grand-père bienveillant, qui, quoi que tu aies fait, est là pour te soutenir, pour t'accompagner. Je suis prêt à donner un peu d'argent pour ça, je trouve ça trop beau. Vous dites que vous êtes anarchiste, mais les anarchistes, ce sont des athées.
Ah, évidemment. Alors, c'est évidemment, tu vois, c'est clair qu'un des slogans qui vient le plus vite, c'est ni Dieu ni maître. Alors moi, aujourd'hui, oui, Dieu, d'une certaine manière, quel qu'il soit. Alors, c'est clair que celui avec lequel je me mets en relation, c'est un joyeux mélange du Dieu de la Torah et de la nature et de la force, des Jedi, etc. Enfin, c'est beaucoup de choses. Et voilà, il y a une place pour moi dans une recherche liée à ça. Donc c'est clair que le slogan anarchiste pour moi ça va pas être ni Dieu ni maître et justement par exemple sur tous nos emballages et nos communications il y a toujours deux petites lettres en hébreu qui veulent dire Bezrat Hashem donc avec l'aide de Dieu. Donc pour moi ce qu'on fait c'est avec l'aide de Dieu quel que soit le Dieu, quelle que soit la manière dont on envisage Dieu, ça peut être la force par exemple de Star Wars et c'est très bien. Euh, mais pour moi voilà l'anarchie alors là c'est un sujet vaste hein, mais l'anarchie c'est la liberté. Point à la ligne, c'est la liberté, c'est la confiance, c'est envisager un monde et essayer de le mettre d'application déjà aujourd'hui autant qu'on peut, un monde dans lequel tout se règle en faisant confiance aux gens et avec autre chose que la hiérarchie et la coercition. Donc on pourrait dire l'anarchie c'est la bande de potes. Il est clair que dans une bande de potes, il n'y a pas besoin d'un chef qui dise aux autres quoi faire ou qui impose avec des flics une armée ou quoi que ce soit. Donc entre potes, on peut s'entendre, on peut régler nos problèmes, on peut aller chercher des outils. Et le monde anarchiste est plein d'outils, comme le monde religieux est plein d'outils. Et ni le monde anarchiste n'est idéal, ni le monde religieux n'est idéal, ça on est bien d'accord. Mais on peut trouver des outils qui nous permettent de régler nos différends, de s'entendre, de s'organiser, etc. Donc mon anarchie, c'est ça. Vous avez dit dans une interview qu'en fait nos rapports sont colonisés par l'économie. Et pourtant vous êtes un chef d'entreprise. Ah oui, bah ça évidemment c'est un grand paradoxe. Hein. C'est un grand paradoxe. Alors c'est clair que ma position de chef d'entreprise ne m'est pas uniquement confortable. C'est bizarre. Déjà, moi, j'envisage un monde sans argent. Donc, jouer avec de l'argent, payer des impôts, etc., c'est quelque chose de compliqué. Et me retrouver effectivement dans le rôle du patron qui a la décision ultime, c'est bizarre. Mais j'ai la chance de m'entourer de gens, voilà, qui sont, tu vois, on s'est retrouvés tous hier sur le terrain pour installer. C'est tous des gens qui partagent ces valeurs-là d'une manière ou d'une autre. Donc, et qui sont tous capables de s'entendre. Il n'y a personne qui doit jouer le petit chef. On tient compte des besoins de chacun. Et donc, on s'entend sur répartir les heures de travail de manière à ce que ça convienne à la réalité de chacun et aux besoins à chacun de gagner de l'argent. Donc, je n'ai pas à jouer le chef dans mon équipe. Ça doit m'arriver, c'est des choses étranges. J'ai par exemple plusieurs fois dû assez bizarrement décider avec eux, même si au bout du compte c'était ma décision, d'arrêter de travailler avec tel ou tel ami, parce que travailler avec des amis, c'est parfois très compliqué. Et en fait, un de mes tout bons amis a eu l'intelligence de comprendre que pour préserver notre amitié, il valait mieux qu'on ne travaille pas ensemble. Et c'est toujours dur, ça reste dur aujourd'hui. Aujourd'hui, je pense à lui chaque fois que je suis dans les bois, je me dis merde, j'aimerais tellement qu'il soit là. Mais je sais que travailler avec lui, c'est trop dur pour lui et pour moi. Parce que la période du stress, la période de sève était aussi une période stressante, et donc voilà. Donc c'est un paradoxe, mais après voilà que je peux essayer de transformer au mieux qui soit, donc dans mes rapports avec l'équipe, dans mes rapports avec les gens, et de faire quelque chose où je suis quand même serein par rapport à la manière dont je travaille, et j'ose espérer, j'ose dire que je suis pas l'espèce de patron, je ne suis en tout cas pas un patron qui s'enrichit sur le dos de ses employés, ça c'est très clair. Et je ne suis pas non plus celui qui décide de tout à la place des gens en prétendant mieux savoir qu'eux. Il y a plein de rôles, il y a plein de tâches que telle ou telle personne fait bien mieux que moi. En début d'interview, vous avez parlé de musique. Les musiques que vous écoutez, c'est quoi ? Alors j'écoute de tout, j'écoute vraiment de tout, on va dire. J'ai un goût pour la musique expérimentale parce que c'était ma vie pendant longtemps, mais mon quotidien aujourd'hui fait que j'écoute moins volontiers des choses dures que j'écoutais avant. Aujourd'hui, en fait, j'ai même cette espèce de... Donc avant, quand j'étais dans la musique expérimentale, etc., j'étais très sélectif. J'aime pas ça, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Et là, ça fait quelques années, d'une part, j'ai des enfants. Donc mes enfants amènent des playlists qui sont autres. Et alors surtout, pour approfondir ma connaissance de l'hébreu, ma meilleure manière, c'est d'écouter de la musique en hébreu. Et donc j'écoute à peu près tout le temps de la musique israélienne en hébreu. Et donc j'écoute, oui, du reggae en hébreu, j'écoute du rap en hébreu, j'écoute plein de
folk en hébreu, mais j'écoute même du R&B par exemple, donc me faire écouter du R&B en anglais, j'ai pas envie, mais donc mes critères musicaux sont devenus complètement libérés, parce que telle ou telle chanteuse israélienne qui fait du R&B me touche à en mourir et que j'arrive... Laquelle? Dites-nous un petit peu des noms, parce que c'est vrai que nous, on les connaît pas bien, ces chanteurs israéliens et ces chanteuses. Alors, quelques noms, parce que comme ça permettra à ceux qui nous écoutent d'aller l'écouter sur YouTube ou voir acheter l'album. Alors, par exemple, là on est plutôt dans le folk, c'est-à-dire de la chanson, une guitare acoustique et des paroles magnifiques en hébreu, en l'occurrence, même si elle chante parfois en anglais. Ça va être Daniela Spector, par exemple, donc Daniela Spector, ou bien Rona Kenan, aussi dans le même genre, où il y aura parfois un peu d'électronique. Il y a par exemple, là ça va être plutôt du reggae, c'est Tomer Yosef, que beaucoup de gens connaissent parce que c'est aussi le chanteur de Balkan Beatbox. Mais il chante aussi sous son propre nom. Alors la chanteuse R&B, là en l'occurrence, c'est Yasmine Moallem, qui est voilà une petite chanteuse, à mon avis d'origine marocaine, comme son nom l'indique, donc juive marocaine qui vit en Israël. Et c'est du R&B, mais c'est super touchant. Voilà, puis la liste est longue. Hein. Il y a par exemple Ravit Plotnik ou Netchinech, lui qui est un rappeur israélien qui est génial, c'est un peu noir, mais c'est génial. Et puis alors, il y a toute la vague, on va dire plutôt juive new-yorkaise au sens large, donc le monde américain est plein de chanteurs juifs qui vont chanter en anglais, en yiddish ou en hébreu. Donc il y a des chansons de Leonard Cohen en yiddish, par exemple, où il y a des versions yiddish de Hallelujah qui sont extraordinaires, où il y a quelqu'un comme Matisse ou qui était au départ un gars qui faisait du reggae, puis là qui a fort libéré son répertoire. Donc là, c'est quelqu'un très religieux, mais c'est super beau ce qu'il chante. Du reggae israélien, qu'est-ce qu'on en apprend en écoutant ces podcasts? Une dernière question, l'avenir, vous le voyez comment? Parce qu'on sait qu'il y a la guerre, il y a les prix qui augmentent. Vous, l'avenir, vous êtes confiant ou pas? Alors, je ne dirais pas que je n'ai pas peur, hein, parce que c'est clair que je suis, de par mon passé, quel qu'il soit, donc y compris tu vois, mes grands-pères étaient des anciens combattants. Je mesure encore aujourd'hui dans ma famille, dans celle de mon épouse et partout, ou même dans la politique belge, le traumatisme qu'a laissé la guerre de 40. Donc il y a bien sûr la Shoah, mais il y a tout le reste. Hein. On va dire la division entre flamands et wallons, pour moi, est le produit aussi de ce qu'ont fait les Allemands en Belgique pendant la guerre. Donc je crois qu'on est tous encore, bien plus qu'on ne le pense, en train de gérer des traumatismes liés à la guerre. Et donc c'est clair que je redoute qu'elle n'arrive, encore une fois, enfin même si elle est déjà là, c'est pas très loin d'ici, mais je redoute qu'elle n'arrive ici. Ceci dit, moi je suis peu en contact avec tout ça, je lis peu les nouvelles, je suis au courant, parce que par exemple j'ai un goût, de par ma propre histoire, je suis extrêmement touché par pas mal de vétérans, que ce soit des vétérans américains, des vétérans israéliens, etc., qui sont pour moi, donc je pense par exemple, les rares fois que je m'informe sur la guerre en Ukraine, je vais écouter des podcasts ou des témoignages ou des analyses de différents soldats qui ont l'intérêt et qui connaissent la situation, et surtout qu'ayant été des soldats, ce sont des gens qui en général ont fait un travail sur eux-mêmes et qui sont dépourvus de haine, y compris pour leur ennemi. Donc je suis en contact avec ça, mais c'est clair que sinon, moi je suis pas trop les nouvelles, moi j'écoute la musique, j'écoute des choses qui me parlent des plantes ou de la spiritualité, beaucoup plus que d'entretenir la peur. Voilà, je crois qu'il y a plein de gens qui se réveillent. Je ne dirais pas qu'il y a plus de gens éveillés qu'aujourd'hui, mais je pense qu'il y a toujours eu un feu entretenu par des gens. On peut parler de l'époque des hippies, on peut parler de l'époque, enfin, on peut parler à chaque époque à ces gens qui sont en recherche de justice, de liberté, d'égalité, etc. Je pense pas qu'il y en ait forcément plus qu'avant, mais c'est sûr qu'il y en a autant qu'avant et qu'il y a toujours et partout des gens dont les intentions sont bonnes. Et que j'ose imaginer que c'est ces gens-là qui parviendront à maintenir une flamme d'amour, quoi. Voilà. Je crois qu'aujourd'hui, alors, ça va être une chose bizarre à dire, donc je ne suis pas militariste, je ne suis pas partisan, donc mon cœur ne penche pas plus que vers les uns ou pour les autres. Je ne suis clairement pas démocrate au sens, donc je préférerais l'anarchie que la démocratie. Mais bon, il faut dire qu'aujourd'hui, on a cette chance, entre guillemets, même si on ne peut pas dire que tout soit bien chez nous, mais on est quand même
tu vois, les alliances dans lesquelles se trouvent nos pays, que ce soit l'OTAN ou l'Europe, etc. Il y a plein de choses à dire sur l'OTAN, il y a plein de choses à dire sur l'Europe, mais malgré tout, il y a aussi une forme de bienveillance et il y a des forces politiques et autres qui maintiennent un espèce d'équilibre ailleurs que dans la dictature sauvage et atroce. Donc voilà, c'est clair que étant dans l'Europe et dans l'OTAN, je crois qu'on a moins de chances de s'en prendre sur la gueule que ceux qui ne le sont pas. Voilà. Et je crois par exemple, je ne suis pas europhile, même pas, mais par exemple j'ai beaucoup de relations avec la Bosnie. Je redoute par exemple que le feu qu'il y a en Ukraine pour le moment, à un moment donné, revienne dans toute l'ex-Yougoslavie. Et c'est super bizarre pour moi à dire aujourd'hui, mais je crois que la meilleure manière pour que le feu ne revienne pas en Bosnie, c'est que la Bosnie entre dans l'Europe, ce qu'elle est loin de faire. Mais tu vois, autant je suis pas europhile, mais ça fait quand même 80 ans ou plus qu'il n'y a plus de guerre entre l'Allemagne, l'Angleterre et la France. Donc on peut que souhaiter que ça reste comme ça, tu vois. Alors après, on pourrait souhaiter que l'OTAN arrête de faire ce qu'elle fait dans des tas de pays. Mais en même temps, elle reste un espèce de garant bizarre qu'on s'en prenne pas trop dans la tronche. Voilà. Donc je ne suis ni hyper confiant ni désespéré. Je crois qu'il y a des choses qui doivent... Je crois qu'on est encore dans un nettoyage nécessaire et qui va encore durer, notamment de ce que la guerre de 40 nous a tous fait subir. Et je crois que trop peu de gens s'en rendent compte de ça. Qu'on a là des tas de choses, des catastrophes qui se sont passées. Donc il est évident qu'il y a la catastrophe de la Shoah, mais il y a la catastrophe de ce qui s'est passé pour les Slaves, pour les Tziganes, pour tant d'autres, pour les homosexuels, pour tous les révoltés du monde. Il y a toute la catastrophe là qui s'est passée et dont on ne s'est pas encore remis, en fait, qui nous marque tous, de par nos grands-parents, nos parents ou nos arrière-grands-parents. Et il est temps qu'on s'en rende compte. Ça y est, c'est fini. Gilles Duvivier, merci d'avoir répondu à mes questions. Alors, je rappelle que si vous voulez en connaître un petit peu plus sur les activités de Gilles, vous allez sur son site maforêt.be. Et puis moi, bien, vous le savez, vous l'auditeur, vous avez une petite mission en fin de podcast. Si vous avez aimé le podcast, n'hésitez pas à le liker et également à le partager auprès de vos amis via mail ou par vos réseaux sociaux. Abonnez-vous également, comme ça vous serez tenu au courant avant tout le monde de la publication des podcasts. Et puis un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Allez, sur ce, je vous quitte. Que la force soit avec vous et avec tous les autres. Et à très bientôt.